La créature demeurait immobile, non par prudence, celle-ci naissant de la peur, mais car aucune impulsion de l'esprit ruche n'avait donné le signal. La bête n'était qu'un segment de volonté, un amas chitineux plongé dans l'obscurité. La pluie acide coula sur sa chair et sa carapace, sans la faire frémir. Les ruines autour d'elle n'étaient que structures, les humains dans les tranchées n'étaient que biomasse à préparer. Un ordre silencieux traversa sa conscience. Le neurolictor bougea. Ses pattes se posèrent là où les vibrations résonnaient. Ses organes sensoriels filtrèrent les respirations, les flux synaptiques, les impulsions électriques des muscles humains. Chaque battement de cœur était un signal catalogué, chaque mouvement un calcul. Aucune pensée ne lui appartenait. Il n'en avait pas. Il recevait, analysait, appliquait. Sous lui, les gardes impériaux parlaient bas, se rassuraient de mots vides. Le neurolictor étendit ses filaments psychiques, pénétrant les couches superficielles de leurs esprits. Les souvenirs apparurent, visages aimés, prières, batailles perdues. L'esprit ruche traita ces données en un instant, repéra les zones de faiblesse, les circuits émotionnels les plus vulnérables. Il n'y avait nulle empathie, appréciation, moquerie ou jugement de valeur. Ces notions n'avaient nulle place dans la froide intention du grand dévoreur. L'ordre suivant tomba. L'incision commença. La peur fut introduite comme une toxine invisible, une suggestion presque imperceptible, un mouvement dans l'ombre, une certitude irrationnelle d'être observée. Le neurolictor ajusta l'intensité, modifia l'angle d'attaque psychique, amplifia les pulsions paranoïaques. Les soldats tournèrent leur tête, cherchant un ennemi que leurs yeux ne pouvaient pas confirmer. L'un d'eux serra son fusil, ses mains tremblaient. Une micro-impulsion mentale renforça son doute. Il vit une silhouette derrière son camarade, pas réelle, mais si précisément sculptée dans son cortex qu'elle devint réalité à ses yeux. Le tir de fusil laser claqua. Les autres crièrent. Les connexions de confiance et survie se déchirèrent en cascade. Le neurolictor traversa la ligne, une ombre sinueuse serpentant entre les esprits se fracturant d'eux-mêmes. Les soldats se repliaient, tiraient, priaient, mouraient dans un chaos total. Chaque panique nourrissait les circuits synaptiques de la bête, transmis au grand dévoreur usant d'elle. Une silhouette humaine, à genoux, leva les yeux. Il vit enfin. La créature dévoila un fragment de sa forme. Crocs et tentacules, lames et griffes, une gueule sans yeux qui pourtant semblait le sonder. Le cerveau humain produisit une terreur totale, une défaillance parfaite. Le neurolictor frappa alors, net, précis. Les chairs furent ouvertes seulement là où il le fallait. Les organes furent laissés, la biomasse marquée. L'essentiel avait déjà été consommé. Structure mentale cartographiée, défense psychologique évaluée, tactiques humaines intégrées à la ruche. Le silence revint. L'esprit ruche retira son attention et la dirigea ailleurs. Le neurolictor se retira dans l'ombre, effacé, attendant le prochain ordre. La pluie acide continuait de tomber sur sa carapace, mais la bête était de nouveau immobile, patientant. Son nom, le neurolictor, n'était que la désignation donnée par les humains afin de la cataloguer. En soi, elle n'en avait pas réellement, ni honneur ni gloire, aucune pensée propre, seulement une fonction, un simple organisme spécialisé, une extension du grand dévoreur. Et ils étaient des milliards comme elle. Des milliards d'entités, n'ayant qu'une idée fondamentale à suivre, dévorer. Face aux tyrannides, ce que les humains affrontent n'est pas une volonté hostile, mais une intelligence glaciale, sans haine. Pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à acheter aux figurines moins chères sur MyHobbyPlace. Et en même temps, si vous voulez suivre mes créations hobbystiques, vous pouvez aller sur mon Instagram. Bon visionnage à vous. Ce que vous venez d'entendre n'était pas le point de vue d'un tyrannide, mais le mien en tant que narrateur, car les tyrannides, eux, n'ont pas de point de vue. Dans l'univers de Warhammer 40 000, on parle souvent des tyrannides comme d'un fléau, d'une invasion, d'une menace existentielle. Une marée de chitines, de griffes et de dents
avançant inexorablement pour dévorer la galaxie, une planète après l'autre, digérant toute la biomasse. Le grand dévoreur, c'est ainsi que bien souvent nous le nommons. Mais ce vocabulaire est déjà une projection humaine. Les tyrannides n'haïssent pas, ils ne désirent pas, ils ne cherchent ni domination, ni vengeance, ni reconnaissance. Fondamentalement, ils n'ont pas de psychologie. De fait, pendant longtemps, je ne pensais pas aborder leur cas. Et pourtant, ils sont l'une des factions les plus intéressantes à analyser d'un point de vue psychologique. Au final, sur cette chaîne, je n'analyse pas seulement les personnages et factions de cet univers pour ce qu'ils sont. Je m'intéresse, surtout, à ce qu'ils révèlent de nous, à ce qu'ils disent de nos peurs, de nos mécanismes mentaux, de nos angoisses les plus profondes. Là-dessus, les tyrannides occupent une place à part. Ils ne sont ni des individus, ni une société, ni même une culture. Ce sont des organismes spécialisés, reliés à une seule entité, l'esprit ruche. Une intelligence globale, sans ego, sans récit, sans émotion, une intelligence froide, insondable, incompréhensible. Ainsi, cette vidéo ne va pas chercher à humaniser les tyrannides. Il n'y a pas de traumatisme caché, pas de désir refoulé, pas de colère, pas de peur ou de plaisir conscient. La psychologie ne se trouve pas chez eux, elle se trouve chez ceux qui les regardent. Face aux tyrannides, nos repères habituels disparaissent, il n'y a plus de dialogue possible, aucun conflit idéologique, ni même d'ennemis au sens classique du terme. Il ne reste qu'une chose, la faim. Une faim qui ne cherche pas à faire peur ou à détruire, une faim ne suivant que sa propre et insondable logique. Et c'est précisément pour cette raison que les tyrannides touchent à quelque chose de très ancien en nous, à une peur primaire, à une angoisse de dissolution, à la possibilité que le sujet, le je, le moi, cesse tout simplement d'exister. D'un point de vue humain, la plupart des horreurs de la galaxie racontent quelque chose. Leur destruction a un sens, résonne en nous, correspond à nos schémas de pensée. Des croyances, par exemple, remises en question, torturées, tordues et corrompues par le chaos. Des croyances se perdant face aux vestiges des âges, face aux nécrons, témoins d'une ancienne et terrible civilisation remettant en cause la toute-puissance supposée et bien exagérée de l'humanité au 41e millénaire. Des croyances trouvant leur écho face aux orques, eux les barbares, nous les humains civilisés. Des croyances se renforçant face aux Aeldari, cette civilisation dont l'orgueil, ayant provoqué sa chute, vient occulter le propre orgueil de l'Imperium. Les tyrannides, eux, ne racontent rien. Oh, bien sûr, nos histoires sont pleines de récits héroïques dans de tels contextes, de vaillantes sœurs de bataille formant un dernier carré dans leur monastère, face à la marée chitineuse s'apprêtant à les submerger. De courageux soldats Catachan, bravant la jungle xénotoxique d'une planète en perdition, dans la quête d'un hypothétique salut. D'héroïques Space Marines tenant une place forte, à 1 contre 1000, se battant sans répit contre l'inarrêtable. Quels beaux récits épiques, poignants, vibrants, n'est-ce pas? Pourtant, face aux tyrannides, tout se finit de la même façon. Le monde, le théâtre d'opération du récit, finit irrémédiablement par être assimilé par le grand dévoreur, car si ce n'est pas encore le cas, ce n'est qu'une question de temps. La fin des tyrannides n'a pas de fin. Les organismes de l'inatteignable esprit ruche sont infinis. Nous autres humains sommes des individus profondément sociaux. Pour cela, dès notre naissance, nous avons besoin d'autres entités face à nous, agissant telles des miroirs, reflétant nos actions et leurs conséquences, nous permettant ainsi de nous construire en donnant du sens aux choses. Si je fais ceci, je serai apprécié et reconnu. Si je fais cela, je serai détesté et attaqué. Selon comme j'agis, je serai ami ou ennemi. Nous avons profondément besoin d'un « pourquoi » pour structurer le sens de nos existences. Les tyrannides n'ont que faire de nous. Notre quête du sens n'a aucune relevance à leurs yeux. Ils sont indifférents. Et si la haine reconnaît l'existence de l'autre, l'indifférence, elle, la nie. L'esprit ruche ne nous voit pas, ne nous juge pas, ne nous reconnaît pas. Il n'offre
aucun miroir, seulement un vide relationnel insondable. Aux yeux des autres espèces, les humains sont bien des choses, des êtres corruptibles, de faibles adversaires, des barbares, une menace ou d'orgueilleux conquérants. Aux yeux du grand dévoreur, il n'y a pas d'individu, pas de sens, juste la faim dévorante. Dévorer, assimiler, transformer et se multiplier. Dévorer, assimiler, transformer, se multiplier, ces mots résument à eux seuls ce que les tyrannides font à la galaxie. Mais ils disent aussi quelque chose de bien plus intime, quelque chose qui touche à l'une des angoisses les plus anciennes de l'esprit humain. Car être détruit n'est pas nécessairement ce qui nous terrifie le plus. La mort, paradoxalement, peut être pensée, elle peut être racontée, elle peut être ritualisée, glorifiée, transcendée. Au 41e millénaire, mourir pour l'empereur, pour un idéal, pour une cause, reste encore une manière d'exister jusqu'au bout. Mais les tyrannides ne nous offrent pas cela. Ils ne tuent pas pour faire disparaître, ils détruisent pour transformer. Ils ne mettent pas fin à une vie, ils la recyclent, et c'est là que naît l'angoisse de dissolution. Car être dévoré, ce n'est pas simplement mourir, c'est perdre sa forme, perdre ses limites, perdre ce qui faisait de nous un être distinct. Face aux tyrannides, le corps ne devient pas un cadavre, il devient une matière première, un élément parmi d'autres, dissous dans un ensemble plus vaste, sans nom, sans mémoire. Il n'y a plus de reste, plus de traces, plus de séparation entre ce qui était soi et le reste. Or, notre identité repose précisément sur cette séparation. Nous existons parce que nous sentons une frontière entre nous et le monde, un dedans et un dehors, un corps qui nous appartient, une continuité entre ce que nous étions hier, ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous pensons devenir demain. Les tyrannides pulvérisent cette continuité, ils ne la brisent pas brutalement, ils la digèrent. C'est pour cela que leur fin est si dérangeante, parce qu'elle ne vise pas seulement le corps, mais la notion même de sujet. Face au grand dévoreur, il n'y a plus d'individu, plus de nom, plus d'histoire personnelle. Il n'y a qu'une transformation irréversible, le passage d'un être à une ressource. Et cette idée est profondément insupportable pour l'esprit humain, car il suggère quelque chose que nous cherchons constamment à fuir, la possibilité que notre existence ne soit pas détruite, mais rendue insignifiante. Que notre vie ne soit pas juste niée violemment, mais absorbée sans résistance, sans jugement, sans même être remarquée. Les tyrannides ne provoquent donc pas une peur spectaculaire, ils provoquent une peur silencieuse, profonde, lancinante. La peur que le jeu, le moi, ne disparaissent finalement pas dans un grand fracas, mais s'éteignent doucement, dilués, réduits à une simple fonction biologique, dans un système infiniment plus vaste. Et c'est peut-être cela, au fond, la plus grande horreur qu'ils incarnent, non pas la mort, mais la fin du sujet. L'esprit ruge demeure toujours en mouvement. Il avance, il consume, il quitte chaque monde vidé de sa substance pour se projeter vers le suivant. Planète après planète, système après système, la galaxie est traversée par cette logique implacable, absorbée, digérée, continuée. C'est ainsi que nous avons appris à penser le grand dévoreur comme une tempête biologique, un phénomène de passage, un fléau transitoire, aussi terrible soit-il. Et puis est venue Tiamat. La flotte ruche Tiamat ne se comporte pas comme les autres. Elle ne fait pas que traverser la galaxie. Elle ne se disperse pas après avoir consommé une planète, mais elle s'arrête. Elle s'est arrêtée sur la planète Ziaphoria. Au lieu de dépouiller l'ensemble de la biomasse, les tyrannides en ont conservé suffisamment pour maintenir un environnement de vie plutôt stable. De là, ils se sont installés et ont commencé à bâtir des structures colossales, organiques, cyclopéennes, des masses vivantes enracinées jusqu'au cœur de la planète, pulsant au rythme de l'esprit ruche. Pour la première fois, en un lieu de la galaxie, la faim dévorante des tyrannides cessait d'être nomade. Plus étrange encore, elle semblait maintenant avoir un but. D'un point de vue humain,
Cela pose immédiatement problème, car notre manière de comprendre les tyrannides repose sur un présupposé plus ou moins rassurant. Ils ne font que passer. Et s'ils ne font que passer, alors il est encore possible d'anticiper, de survivre, de fuir, peut-être même sous couvert de miracle, de reconstruire. Mais que se passe-t-il lorsque le grand dévoreur ne se contente plus de consommer, mais s'installe? Pour autant, ne faisons pas l'erreur d'humaniser les tyrannides à partir de cela. Tiamat ne suggère pas une émotion nouvelle, il n'y a pas de contemplation sensible, pas de satisfaction émotionnelle ou égotique, pas d'intention territoriale au sens où nous l'entendons. Ce que Tiamat suggère est bien plus dérangeant. La fin aurait une étape suivante. Non pas une étape d'apaisement, non pas une fin en soi, mais de transformation. Si l'on suit la logique tyrannide jusqu'au bout, Tiamat pourrait représenter un basculement fondamental. La fin n'est plus seulement une réponse à un manque, elle devient une infrastructure. Un monde contrôlé par Tiamat n'est pas un monde mort, c'est un monde intégré, un monde converti en organes. Car la planète ne disparaît pas, elle change de fonction. Elle devient une part de l'esprit ruche, à l'image des milliards de petits organismes dévoreurs ravageant la galaxie. Et psychologiquement, cela dépasse l'horreur de la destruction, car la destruction, aussi totale soit-elle, conserve encore une forme de finalité, un avant, un après, une disparition nette. Tiamat efface cette frontière. Il n'y a plus de moment où l'on peut dire « ici tout s'arrête ». Il n'y a plus de ruines à contempler, plus de cendres, plus de tombes, plus de martyrs à célébrer, plus de monde à pleurer. L'horreur, la monstruosité continue. L'angoisse ne vient alors plus de la mort, mais de l'intégration définitive d'un monde qui ne peut plus jamais redevenir autre chose. D'une planète qui ne sera ni sauvée, ni vengée, ni même pleurée, car elle continue d'exister autrement. Avec Tiamat, le grand dévoreur ne promet plus la simple dissolution, mais la transformation. Encore une fois, rien à voir avec la corruption du chaos qui, bien que transformant et corrompant, conserve une partie de qui nous sommes comme base. Avec les tyrannides, nous ne sommes plus que de la matière première, organique, destinée à être dévorée, digérée et transformée pour la mise en place d'un nouvel écosystème. Un écosystème monstrueux, incompréhensible à notre échelle. Un écosystème dans lequel les planètes et les systèmes eux-mêmes seront les organes de l'aberrant corps céleste, se formant à une échelle galactique pour contenir l'esprit ruche. Un esprit ruche à l'échelle duquel l'impérium, le chaos, les Aeldari, les orques, tous les êtres vivants ne sont rien. Rien de plus que d'insignifiants microbes parcourant son organisme, intégrés à ses réseaux, digérés pour sa propre volonté qu'aucun esprit conscient ne pourra jamais ne serait-ce qu'effleurer d'un début de compréhension. Face aux tyrannides, il est tentant de chercher une leçon, un message, une morale cachée derrière l'horreur. Nous avons appris à penser ainsi. Chaque menace doit avoir une cause, chaque destruction un sens, chaque fin une justification. Mais les tyrannides ne nous offrent rien de tout cela. Ils ne sont pas une punition, ils ne sont pas une réponse, ils ne sont même pas un antagoniste au sens où nous l'entendons. Ce que le grand dévoreur nous confronte à regarder, ce n'est pas la mort. La mort est familière, nous la ritualisons, nous la racontons, nous la glorifions parfois. Elle s'inscrit dans une histoire. Les tyrannides, eux, nous placent face à quelque chose de bien plus inconfortable. La possibilité que l'histoire elle-même n'ait aucune importance. Face à eux, il n'y a pas de tragédie, seulement un processus. Pas de destin brisé, seulement une chaîne métabolique. Pas de héros tombés, seulement de la matière redistribuée. Et c'est sans doute cela, la véritable horreur tyrannide. Non pas qu'ils nous détruisent, mais que notre disparition ne soit pas un événement, mais simplement une étape froide, logique. Avec Tiamat, cette idée atteint son point ultime. La fin ne ravage plus pour repartir, elle demeure, elle structure, elle organise. Elle ne laisse plus derrière elle des mondes morts, mais des mondes qui continuent d'exister sans jamais pouvoir redevenir autre chose.
À l'échelle de l'esprit ruche, il n'y a pas de chute, il n'y a pas de fin, il n'y a même pas de victoire. Il y a une continuité absolue. Et peut-être est-ce cela qui nous glace le plus. L'idée que l'univers puisse fonctionner sans jamais avoir besoin de nous regarder, sans jamais reconnaître nos luttes, nos espoirs, nos sacrifices. Que tout ce que nous appelons sens ne soit au final qu'un luxe local, sans aucune valeur à l'échelle du grand dévoreur. Les tyrannides sont là pour nous rappeler une possibilité que nous préférons ne jamais envisager. Que le monde puisse continuer, que la vie puisse prospérer, que l'intelligence puisse s'étendre sans nous. Et face à cette perspective, il ne reste peut-être qu'un dernier refuge profondément humain, aussi futile soit-il, continuer à raconter, continuer à donner du sens, continuer à affirmer le je, le moi, même lorsque l'univers, lui, l'ignore complètement. Car si les tyrannides incarnent la fin, ainsi que notre fin, alors notre ultime ressource n'est ni la guerre, ni la foi, ni la domination. Notre ultime ressource, notre ultime résistance, c'est le refus de disparaître sans récit. Un cancer ronge l'Imperium. Il avance un peu plus chaque année, ne laissant derrière lui que des mondes morts. Cette horreur, cette abomination pense et agit à une échelle galactique presque inconcevable pour nous autres. Et tout ce que nous pouvons faire est de tenter de stopper les essaims de monstruosités biologiques qu'elle nous envoie, simplement par instinct. Pour apaiser nos peurs, nous avons donné un nom à cette chose, la race tyrannide. Mais sans doute nous désigne-t-elle certainement que par ce simple mot, proie.